qui va du porion au point OR, sous-orbitaire. Alors c'est le plan de Francfort. Alors c'est le plan de Francfort ici osseux, mais on peut le tracer sur le visage en repérant la cavité orbitaire dans sa partie la plus basse, en repérant le conduit auditif externe, et avec un sparadrap, on peut placer un sparadrap ou un scotch, et on peut tracer parfaitement le plan de Francfort. Le plan de Francfort, c'est un élément très important qu'on va dessiner, surtout pour la prothèse. Mais là, on va parler bien sûr du plan de Francfort cutané. Ici, on parle du plan de Francfort osseux. Juste à ce niveau-là, juste pour vous rappeler, vous avez la suture basi-occipitale. Le point A, qu'on a évoqué tout à l'heure. Le point A, c'est le point le plus déclive de la concavité des procès alvéolaires. Sachant que cette morphologie de la concavité, elle diffère d'un patient à un autre. Ce n'est pas systématique d'avoir cette morphologie bien arrondie. On peut avoir plusieurs formes. Alors, comme je disais que les procès alvéolaires, surtout maxillaires, ne sont pas toujours de morphologie concave. On peut avoir plusieurs formes. On peut avoir la forme la plus classique, comme ceci. Donc vous avez votre incisive centrale supérieure, la voûte palatine, l'épinasale antérieure et le point A. Si on va se référer à cette structure anatomique, le point A, c'est ici. C'est pas là ou là. C'est la partie la plus déclive, c'est-à-dire la plus postérieure, la plus profonde de ma cavité orbitaire. Je peux avoir également d'autres morphologies, telles que celle-là. Donc, la partie la plus concave, si je vais me référer à cette structure, donc mon point A, il est là. C'est pas là ou là, c'est la partie la plus déclive, la plus postérieure. Disons, c'est ici. C'est la plus profonde. Je peux avoir dans certains cas des autres structures un peu plates, comme ceci. Et bien sûr, la partie la plus déclive de ma concavité, elle va se localiser à ce niveau-là. Quelquefois, je peux avoir quelque chose vraiment de plat. Je peux avoir quelque chose de plat. Mais c'est très rare. Il y a toujours une concavité. Et là, on va chercher la partie la plus postérieure pour localiser le point A. Alors ça, c'est très important parce que si jamais on localise mal le point A, l'angle qu'on va chercher, qui va concerner la position du maxillaire par rapport à la base du crâne, va être soit avancé, soit reculé. Et là, on va partir sur un faux diagnostic. Au lieu d'avoir une prognasie, je peux avoir uniquement une morphologie normale ou bien une rétrognasie. Donc là, c'est très important. Il faut bien localiser le point A, également le point B. On passe à la diapo suivante. De la même manière qu'on a évoqué, on a repéré le point B, on repère le point A, pardon, le point B. Le point B, c'est un point mandibulaire. Il va correspondre à la partie la plus déclive, la plus reculée de la concavité des procès alvéolaires mandibulaire, c'est-à-dire au niveau de la partie corticale externe de la masse symphyse mentonnière. Donc ici, ce n'est pas la peine de schématiser la corticale externe et interne de ma symphyse. Il suffit que je localise uniquement la corticale externe et comme ça, je peux localiser là-dedans le point B le plus reculé. Également, au niveau de la symphyse, je vais schématiser mon incisive centrale inférieure, la plus vestibulée, et au niveau de mon maxillaire, je dessine l'incisive centrale supérieure, la plus vestibulée. Et au niveau molaire, je trace uniquement
l'occlusion molaire au niveau des dents de 6 ans, et là, je peux avoir une idée sur le rapport sagittal antéro-postérieur, la relation qui existe entre mon maxillaire et ma mandibule, et vous pouvez constater que nous sommes là pratiquement en classe 1 d'angle. La classe 1 d'angle se manifeste par l'avancée de la mandibule inférieure d'un demi-cuspide par rapport à son homologue supérieur. La classe 2, lorsque la molaire elle est rétrécie, donc lorsqu'elle occupe une position à ce niveau, là. La classe 3, lorsque ma molaire inférieure elle est littéralement en avant par rapport à ma molaire supérieure. Donc, on se contente uniquement de faire ce tracé, ces structures anatomiques, et non pas toute la denture. L'épinasale antérieure, c'est le point qu'on a vu tout à l'heure. L'épinasale postérieure, c'est le point qu'on a vu. Ce n'est pas la peine donc d'y revenir. On complète maintenant les différents points. Il va commencer par le point articulé, AR. Alors, le point articulé, c'est un point très très important parce que là, le schéma n'est pas complet, mais on va le voir sur le tableau. Puisque le point articulé, il vient juste à la jonction de l'os basi-occipital que vous pouvez voir et le condyle. Donc, c'est le croisement dans la partie inférieure de mon condyle et basi-occipital. Le point suivant, GO, gonion. Alors, le point gonion, comme vous pouvez constater, c'est un point qui va se localiser au niveau de l'angle goniaque. Alors, c'est très facile de le repérer. Soit on peut le repérer de façon un peu empirique, en cherchant uniquement cette concavité et le centre de cette ligne un peu convexe. On va chercher le milieu et on va déterminer le gonion. Sinon, on peut tracer une ligne qui détermine le rebord postérieur de la branche montante, le rebord de la branche horizontale et l'angle qu'on va obtenir à partir de sa bissectrice. On va faire la projection et on détermine facilement le point gonion. GO, gonion. Alors, un point en avant, le pogonion. Donc, il ne faut pas confondre gonion, pogonion. Le pogonion, c'est le point le plus avancé de ma symphyse, contrairement au point B. Pogonion. Le point montant, c'est le point le plus bas de ma symphyse, le plus donc inférieur de ma symphyse. Donc, j'ai localisé au niveau de mon montant déjà 2 points, pogonion, montant. Alors, il existe aussi un autre point intermédiaire entre pogonion et montant qu'on va appeler gnation, GN. Alors, GN, c'est not autre qu'un point intermédiaire entre les deux. Pour obtenir convenablement ce point GN, il suffit que je trace la ligne N pogonion, la branche horizontale et l'angle que j'ai obtenu, je fais la bissectrice et j'ai obtenu le point GN. Voilà, de la même manière, l'angle goniaque que je disais tout à l'heure, je trace la ligne qui passe par le bord postérieur de ma branche montante, ligne qui passe par la partie horizontale, et c'est ainsi que je vais déterminer le point GO à ce niveau-là, le point GN. Alors, le point GO, GN, ce sont des points qui seront utiles dans l'analyse de Steiner. Steiner, lui, il utilise le plan mandibulaire GO, GN, alors que Tweed, il utilise ce plan-là que je viens de dessiner, c'est le plan mandibulaire qui qui effleure la branche horizontale. Donc, il y a une différence. Je passe. Voilà, en quelque sorte, les différents points qu'on va chercher au niveau de mon tracé céphaliométrique. Et donc, vous avez les différents points qu'on a évoqués, N, S, porion,
AR articulé, basillon, le basillon qu'on a vu tout à l'heure, épinasal postérieur, point A, orbitaire, point B, pogonion, gnation, menton, géo. Donc, à partir de ces plans-là, ces points, tout est possible. On peut calculer des mensurations linéaires. On peut, en traçant des plans, des lignes, on peut calculer des angles. Donc, tout est possible. Donc, c'est pour cela que les analyses céphalométriques sont très nombreuses. Il y a 50 analyses céphalométriques. Et chaque auteur, disons, il a effectué à cette époque-là, depuis les années, l'apparition des rayons X, donc depuis les années, disons, 45-50, chaque auteur qui a édifié une technique orthodontique, il a édifié sa propre analyse céphalométrique. C'est pour cela qu'il y a l'analyse de Tweed, de Ricketts, Sassoni, Steiner, analyse architecturale pour la chirurgie de l'air, Coben, et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais terminer par un petit appel. Donc on va dessiner ensemble ces différentes structures. Et c'est ce que je vous demande d'apprendre pour le cours suivant. C'est très important de localiser ces points parce que lorsqu'on va parler de telle ou telle analyse, vous devez avoir à votre esprit, de façon immédiate, la localisation de votre point. Sinon, c'est très difficile à suivre le cours sur les analyses, sachant que au niveau de ces points, il y a des points médians et des points unilatéraux. Par exemple, si je pointe le point, par exemple, PO, comme j'ai un conduit auditif externe et côté droit et un conduit auditif interne côté gauche, donc j'ai deux points bilatéraux. Alors que le point N, nation, c'est un point unilatéral. Le point S également. Donc je vous laisse le soin, vous seul, vous pouvez déterminer quels sont les points bilatéraux et quels sont les points unilatéraux. Donc je vous laisse de faire cet effort pour déterminer tous, vous seuls, les points bilatéraux et unilatéraux. Donc, en quelque sorte, le tracé céphalométrique qu'on va utiliser pour toutes les analyses céphalométriques va prendre après ce schéma, cet allure. Sachant que, bien sûr, lorsqu'on va détecter ce tracé céphalométrique, on va avoir besoin, disons, d'un céphalostat sur lequel on va placer notre film radiologique. Donc on a besoin d'un négatoscope sur lequel on va placer notre film radiologique, sur lequel on va coller un papier calque. Et avec votre stylo et gomme, vous allez commencer à tracer les structures que vous venez d'évoquer. Actuellement, grâce à la numérisation, il est possible de numériser la téléradiographie qui est livrée généralement par CD au niveau de votre ordinateur, et c'est le logiciel que vous allez acquérir, c'est lui qui va déterminer plus ou moins avec précision vos points. Mais il ne faut pas se fier à 100% au logiciel. Avant d'entamer le traçage automatique par informatisé, vous devez vérifier vos points s'ils sont vrais ou non par votre logiciel. Mais sachant que la méthode manuelle, elle est aussi convenable et elle est toujours utilisable jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour vous mettre dans le bain, je vais commencer à tracer tout d'abord le contour cutané, à savoir le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et le menton et votre menton. Donc là, j'ai fait un schéma avec une mandibule rétrusive, un peu rétrusive. Donc je vais rectifier le tir, je ne vais pas avoir une mandibule rétrusive, mais plutôt une mandibule correctement positionnée. Ok? Donc une fois que j'ai tracé mon contour cutané, je vais m'intéresser aux os profondulés. Alors, les os profondulés, comme je vous l'ai dit,
supérieure la plus restituée. Pourquoi la plus restituée? Pour me situer dans les conditions les plus défavorables. Je trace également les fossés alvéolaires avec mon équipe nasale antérieure, la forme de ma bouche palatine, de mon palais et le palais. Okay? Alors, c'est à ce niveau-là, je peux détecter le point A. Le point A, c'est un point que je vais déterminer à ce niveau-là. Épi nasal antérieur, épi nasal postérieur. Je disais tout à l'heure, si jamais j'ai un germe de dent de sagesse qui va cacher l'épi nasal antérieur, je vais me référer à la quantité de maxillaire. En faisant sa projection, je peux localiser parfaitement mon épi nasal postérieur. Et la forme, on s'intéresse tout à des enfants de 12-13 ans. Il y a le germe de dent de sagesse, il est là, et en général, il va donc cacher cette structure. Je peux également m'intéresser, quand j'ai tracé mon maxillaire, je peux m'intéresser à la partie haute de la base du crâne, et je vais commencer tout d'abord par la glittéroïde. Je vous dis tout à l'heure qu'il y a un prolongement, je vais faire un prolongement. Donc là, jusqu'à obtenir voilà. Donc, la lame glittéroïde. Je trace également la corticale horizontale du frontal, interne. Okay. Et ensuite, on orbite. L'orbite, il est là. À ce niveau-là, j'ai le point OR, sous-orbité. Okay. Donc là, c'est la suture où les trois traits vont se converger. Donc c'est la suture sphéno-équoïdo-frontale, suture sphéno-équoïdale. Le basique occipital, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux le localiser en se référant au condyle de l'occipital. L'occipital lui-même avec ses deux corticales. Et là, je vais finir mon schéma en traçant, par tracer la mandibule. La mandibule, elle est là. Nous avons notre symphysis. Mon esprit central inférieur, toujours la plus vestibulée. Il ne faut pas oublier également l'occlusion molaire. Je trace mon occlusion molaire dans de 6 ans. Donc là, je vais schématiser une occlusion molaire là-dessus, puisque là, ma molaire inférieure, elle est légèrement en avant par rapport à son homologue supérieur d'un début du suite. Je trace également mon rebord antérieur de ma branche montante, qui peut être là. Et c'est ainsi, donc, une fois que j'ai schématisé, je vais compléter les différents points, à savoir le point S, le point AR articulé à jonction
Basile occipital et condyle mandibulaire, le point basillon BA, que j'ai repéré grâce au condyle mandibulaire, le point B, le point pogonion, le point montant, c'est le point le plus déclive, et un point intermédiaire qu'on a vu tout à l'heure, gradient, GN. Donc, pratiquement, alors il manque, qu'est-ce qu'il manque? Il manque bien sûr le point polluant. C'est le conduit auditif externe que j'ai repéré grâce à l'olive. Ou bien, je peux schématiser, si j'ai pas d'olive, je peux détecter le conduit auditif externe. Et là, c'est le point polluant. Donc là, ce sont les structures anatomiques, pratiquement, bon, il y a d'autres points, parce que chaque analyse périmétrique a ses différents, mais grosso modo, ce sont les points communs, pratiquement pour toutes les analyses, mais chaque auteur, il peut ajouter ou diminuer ou remplacer d'autres points. Par exemple, au niveau de l'analyse de Deleuze, il préfère utiliser un point un peu plus postérieur de l'avion à ce niveau-là, plutôt que celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il dit que si jamais il y a une structure, une croissance à ce niveau-là, le maxillaire du nez, le nez, lorsqu'il va avancer, le point N avance, et lorsque le point N avance, tout angle qu'on va chercher va avoir une valeur diminuée. Donc pour lui, il disait que c'est plus sûr d'utiliser un point qu'il a appelé ID, qui est beaucoup plus stable, et comme vous pouvez le constater, il se localise certainement au niveau de la base du crâne. Il est plus stable. Alors à partir de ce point-là, on peut dessiner pas mal de lignes, pas mal de plans. Je vais commencer tout d'abord par le plan de Francfort qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors le plan de Francfort, c'est le plan qui passe par le polluant et le point sous-orbitaire. Francfort. Plan. Donc, c'est ce plan-là, c'est celui-là qui va nous permettre d'effectuer une bonne radiographie. Les rayons X vont percepter, vont toucher le visage au niveau du polluant, mais perpendiculairement au plan de Francfort. Et c'est comme ça qu'on va obtenir une téléradiographie fiable. Là, il manque bien sûr le point géo, on l'a oublié, en géo. Là, on peut se référer à la bisectrice de cet angle, ou bien je vais chercher empiriquement la partie la plus concrète. Donc, il me suffit maintenant de tracer, par exemple, la ligne SL, ensuite la ligne NA. Et en traçant la ligne NA et la ligne SN, je vais déterminer un angle que je vais appeler SNA. SNA. Alors cet angle, comme vous pouvez constater, il va localiser la position de mon pont A, s'il est antérieur ou postérieur par rapport à la base du crâne. Donc on peut parler de prognostic si cet angle dépasse les 82 degrés, on va voir au niveau de l'analyse quelles sont les valeurs normales, mais aussi on peut parler de rétrogression si cet angle est inférieur à 82. S'il est de 75 degrés, ça veut dire que j'ai un maxillaire qui occupe une position rétrusive par rapport à la base du crâne. Également, je peux tracer la ligne NP pour déterminer l'angle SLP. L'angle SLP, c'est l'autre que la position de la mandibule par rapport à la base du crâne. La différence entre SNA et ANB, c'est l'angle ANB. ANB. Cet angle ANB n'est autre que
le décalage entre le maxillaire et la mandibule. Et à partir des valeurs d'A, B, nous allons établir une classification squelettique entre maxillaire et supérieur, ce qui va nous donner la classe 1 squelettique, la classe 2 squelettique, ou bien la classe 3. Ce sont des valeurs qu'on va voir au cours des analyses céphalomètriques. Également, je peux tracer le plan mandibulaire. Par exemple, je vais choisir le plan GOGN, et lorsque je trace le plan GOGN, ça c'est le plan mandibulaire utile pour l'analyse de Steiner. Ok? Alors donc, à fur et à mesure que je peux détecter pas mal d'angles, donc là, c'est pas la peine de les voir, mais jusqu'à présent, localiser convenablement les différents points qu'on vient de voir pour justement suivre convenablement les notions sur les analyses céphalomètriques. Je peux tracer également le plan d'occlusion. Le plan d'occlusion, c'est le plan qui passe par contact molaire et moitié du recouvrement incisif supérieur et inférieur, et ainsi de suite. Donc là, on peut faire chercher des angles, chercher des démonstrations. Pourquoi? C'est justement pour avoir une idée sur l'anomalie, notamment de croissance. Est-ce qu'il y a une anomalie squelettique? Est-ce qu'il y a une anomalie alvéolaire? Pour poser un diagnostic convenable et surtout par la suite faire un bon traitement. Alors pour finir, je peux dire que l'analyse céphalomètrique, c'est un outil indispensable. Bien sûr, pour pouvoir effectuer une bonne analyse céphalomètrique, il faut connaître parfaitement les points. Et la céphalomètrie, en quelque sorte, c'est un instrument qui va être utile à l'étude de la croissance. On peut superposer des téléradiographies avant, à l'âge de 6 ans, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 20 ans, et on peut comparer toutes les variations structurales au niveau de la croissance du massif facial. Mais également, c'est un outil également de diagnostic, puisque en faisant un bon diagnostic céphalomètrique, je vais effectuer en quelque sorte un bon diagnostic et un bon traitement. C'est exactement, l'analyse céphalomètrique, c'est exactement, je peux la comparer à quelqu'un qui va effectuer un vol. Avant d'effectuer un vol, le pilote doit tracer son tracé à travers l'espace qu'il va parcourir. Donc il va détecter les nuages, tous les problèmes climatiques. C'est de la même manière. Notre analyse céphalomètrique, elle va nous donner une idée sur la quantité de croissance, sur la qualité, et surtout, est-ce qu'il y a des problèmes squelettiques qu'on ne peut pas traiter orthodontiquement et que normalement on devrait associer la chirurgie. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais donc, au cours prochain, je ne sais pas la prochaine fois si ça va être le cours magistral au niveau de l'amphi ou bien par ligne, mais commencer tout d'abord par retenir ces notions. Voilà, merci de votre attention.